Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Nous avons déposé nos valises à Niamey au Niger, d'où nous recevons pour vous une dame qui a commencé sa carrière en tant qu'enseignante et qui est aujourd'hui ministre de l'enseignement secondaire au Niger. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec tout mon plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes diplômée entre autres d'un master d'études du développement, d'une maîtrise en politique économique et sociale, développement et gestion des projets en Belgique, que vous avez obtenu en Belgique, d'un certificat du Centre américain Montessori, option philosophie montessorienne et psychologie de l'enfant. Racontez-nous un peu votre cursus scolaire et le début de votre carrière professionnelle. Merci beaucoup et merci de me donner cette opportunité. Et c'est une grande aventure. Oui, une grande aventure. Et je rappelle que je suis née dans un petit village de la région d'Ottawa, à Elela, en 1970, où en 1976, j'ai commencé à fréquenter l'école primaire. Donc, après 6 ans, effectivement, j'ai eu l'entrée en 6e. J'étais restée là-bas jusqu'à la fin du collège. Après l'obtention du brevet, donc j'ai été orientée au niveau de l'école normale cycle long des jeunes filles de Tilaberi, où j'ai obtenu mon bac, mais aussi les CFEN. C'est un diplôme qui me donne droit d'aller enseigner comme institutrice, mais le bac aussi me donnait le droit d'aller à l'université. Et là, il fallait faire le choix. Comme toute jeune fille, j'avais cette ambition d'aller enseigner. Donc, j'ai accepté d'aller sur le terrain où je commençais à enseigner en tant qu'institutrice en 1991 dans la commune d'Ottawa. C'était pas très loin de là où étaient vos parents? C'était pratiquement à 60 km. Mais il faut rappeler que je suis une fille du village. Vraiment, j'ai grandi au village. Alors, au niveau d'Ottawa, institutrice pendant 7 ans, après directrice d'école pendant 2 ans. Et là, il y avait ce sentiment de changer de statut. Et là, donc, il fallait effectivement passer un concours pour être dans la mise en position des stages. Ça, c'est le principe de la fonction publique. Donc, j'avais fait une demande où on m'a octroyé cette permission d'aller aux États-Unis. J'étais restée 1 an et demi, et là c'est au niveau donc du College of New Rochelle, c'est à New York State, et là-bas donc j'ai étudié dans les centres CMTI, donc c'est le centre de Montessori Teacher Education, et c'est là où j'ai obtenu effectivement ces certificats de psychologie de l'enfant, donc basé sur l'enseignement Montessori qui est un enseignement vraiment spécialisé. D'accord. Et après donc j'ai fait un autre test qui m'a permis d'obtenir aussi l'inscription au niveau de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et là, j'étais restée 3 ans. Et comment ça s'est passé pour vous en tant que jeune fille musulmane qui arrive du Niger dans une université catholique? Ça ne devait pas être évident? Bon, pour moi, je n'avais pas vraiment de différence entre être musulmane et être dans une université catholique. D'abord, je vais rappeler quand même que j'avais une amie chrétienne au niveau de quand on était à l'école normale cycle long, et je l'accompagnais tous les dimanches à l'église et ça me plaisait de participer. Et bon voilà, mon dessin était retracé comme ça. D'abord j'étais accueillie dans une famille chrétienne aussi aux États-Unis où j'étais restée 1 an et demi avec eux, et jusqu'au décès je ne pouvais même pas appeler le nom du papa, je l'appelais Father Sœur. C'est vraiment mon papa. Et la maman, elle est là, donc jusqu'à présent, nous sommes bien connectés. Tout de suite à l'aise. Ils ont trois enfants, ce sont mes sœurs. Et on s'appelle Sisters. Bien. Vous voyez? Et au niveau de la Belgique, effectivement, donc c'est l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Mais là, je me sentais vraiment intégrée. Quand je dis intégrée, c'est parce que j'étais très bien accueillie. Et ça m'a même permis aussi de participer quand ils ont des activités au niveau des églises, je les aidais. Donc je me suis sentie vraiment comme chez moi et il n'y avait aucun problème de différence de religion.
Au passage d'ailleurs, je profite pour saluer la communauté chrétienne de Louvain-la-Neuve, mais du monde entier, parce qu'ils m'ont ouvert les mains et ils m'ont montré cette solidarité que nous avons tant besoin, parce que nous sommes tous les hommes du livre. Madame la ministre, très jeune, vous avez été donc confrontée à des difficultés, que ce soit au niveau des études ou même en tant que jeune fille, je veux dire. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous battre jusqu'au bout? Oui, il y a eu beaucoup d'obstacles, comme toute fille du village, éduquée dans un environnement avec beaucoup de défis socio-culturels. Et effectivement, d'abord, je vais vous signaler que j'ai échappé à 2 mariages précoces. Voilà, 2 mariages précoces. Alors moi, j'ai échappé parce que j'avais eu le soutien de mon propre papa, mais aussi de ma maman. C'était mes oncles qui voulaient me donner en mariage. Et là, heureusement, ça n'a pas marché. Ça, c'est le premier défi. Les autres défis, ils sont liés à ces choix. Il y a le travail des enfants. Nous sommes confrontés toujours à partir chercher du bois, à aider ses parents, à aller puiser l'eau, à aller au champ pour cultiver. Il y a beaucoup de risques, plein de risques. Et là, c'est aussi quelque chose de très important qui peut empêcher en tout cas les jeunes filles à rester et à continuer leur scolarité. Mais aussi, il y a toute cette difficulté que la vie moderne amène, parce que quand vous êtes dans un petit village, avec toutes ces tentations qui peuvent aussi amener ces jeunes filles à sortir. Donc moi, je peux dire que j'ai surmonté énormément de défis, parce que je ne peux pas comprendre que ma mère, par exemple, n'a jamais été à l'école et qui avait cette envie de m'encourager chaque matin pour me dire, allez, tu es en train de faire très bien, va à l'école et fais correctement ce que tu m'as montré. Il n'y avait pas de l'eau courante au niveau de notre maison, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas d'électricité. Donc c'était les lampes tempêtes, parfois au clair de lune, qu'on apprenait nos leçons. Et le matin, on était très fiers de venir au niveau de la maison, trouver la maman, surtout moi, mon exemple. Donc ma maman, je ne savais pas qu'elle ne savait pas lire. Donc c'est sur le sable que j'écrivais les leçons que j'avais apprises la veille. Et elle, pour m'encourager, elle me disait, allez, vas-y, tu fais la même chose, c'est très bien. Et ça m'a boosté, ça m'a donné cette confiance de réussir, et j'ai persévéré. Et j'ai toujours envie de dire, je vais devenir quelqu'un, Ça vous a donné envie de vous battre? De me battre et d'aider mes parents aussi. Parce que je vis comme exemple pour la jeunesse. Absolument, absolument. Et vos compatriotes. Absolument. Et ce qui m'a aussi le plus motivé, et on était un bon groupe de jeunes filles, parce qu'à l'époque, c'était l'école primaire des jeunes filles, des petites filles. On était toutes des filles. Et après le CM2, il y avait 11 filles qui étaient admises pour aller au collège. Et parmi les 11 filles, donc, il y avait moi, donc j'étais détachée du grand groupe. Les 10, c'était des redoublantes. Et ça m'a donné beaucoup à réfléchir. J'ai dit, moi aussi, je vais rester parmi ces groupes et continuer le cursus. Alors, après le bac, vous continuez vos études aux États-Unis et en Belgique, et vous décidez de revenir dans votre pays, alors que plusieurs de vos promotionnaires, elles, préfèrent rester à l'étranger pour travailler. Pourquoi ce choix et comment expliquez-vous votre attachement au Niger? Merci. Et en tout cas, je peux dire que je connais toutes les grandes villes. J'ai eu à connaître les États-Unis, j'ai circulé, j'ai fait plein de découvertes, mais ça ne m'a pas empêché de revenir chez moi. Et j'ai même eu la Social Security qui me donnait le droit de rester. Mais je me suis dit que mon avenir est au Niger. Si l'État du Niger, qui m'a donné cette chance d'aller à l'école, m'a donné l'autorisation d'aller me perfectionner, m'instruire, ça veut dire que je dois revenir aussi, donner à l'État du Niger cette connaissance. Moi, je pense que c'est important, et je profite au passage pour encourager mes jeunes filles, mes soeurs, mes enfants, mais aussi les jeunes garçons, pour leur dire que c'est vrai, on part étudier, mais il ne faut pas penser à revenir, en tout cas à investir notre connaissance au niveau de notre terroir. Parce que si on parle toujours de développement, si nous autres, on a eu la chance d'aller étudier, il faut bien qu'on revienne aussi mettre à profit ce qu'on a appris. Exactement. Donc c'est important. Madame la ministre, nous avons une tradition dans cette émission. Nous dressons le portrait d'une personne qui entreprend depuis quelques années et à qui nous donnons rendez-vous dans 2 ans pour voir l'évolution de son entreprise. Je vous propose donc de suivre, mesdames et messieurs, le portrait de la semaine.
L'amour pour le métier d'éducateur spécialisé, je crois qu'il vient du fait que j'ai toujours voulu servir l'être humain d'abord. Handicapé ou pas, mais je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, servir l'être humain. Et quand je suis rentré en formation pour être éducateur spécialisé, que j'ai découvert la page blanche, je me suis dit, ben, voilà ce que je veux faire. Ça, là, ce sont des handicapés psychiques, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Et moi, je veux savoir, je veux m'occuper de ces enfants-là, je veux savoir ce qu'on peut faire avec eux et surtout les aider. Passer d'éducateur spécialisé à directeur dans le même centre peut paraître souvent assez, je dirais, assez lourd. Parce que j'ai des collègues que j'ai toujours eu, je suis là quand même depuis 2006, qui m'ont toujours connu comme collègue. Et après, je deviens leur directeur. En ce moment, on se dit, ah ben voilà, c'est une grosse responsabilité parce qu'il y a les moments où il faut savoir être ami, il y a des moments où il faut savoir être directeur, il y a d'autres moments où il faut savoir être les deux. Il fallait apprendre à gérer tout ça, mais je crois que par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Tous les collègues ont bien pris la chose, étaient même heureux pour moi et heureux pour tout le monde parce qu'on se disait, là, la page blanche a été confiée à quelqu'un qui connaît la maison. Jabe alandolo lendelonge, ndola mbaki, ndola tete, abodi bisolonge, nabana. On joue vite découvert, cueilli qui a existé, patience et bilan. La page blanche a été créée par une association de parents. La page blanche a toujours manqué de moyens et nous n'avions pas d'accompagnement au niveau de l'État. Donc il y avait souvent un manque de matériel et d'autres fois il y avait d'autres difficultés. Mais bon, là je crois que les parents des fois nous demandaient souvent un peu plus que nous pouvions. Il y a eu également ces difficultés-là. Mais je dirais, avec l'ensemble des parents, c'est bon, ça se passe très bien et les enfants évoluent assez bien. D'autres difficultés, c'est lorsque nous nous adressons aux personnes extérieures, que nous demandons de l'aide, que nous supplions, je dirais même à la limite, certaines personnes qui ne voient pas l'importance de ce que nous faisons ici. Nous accompagnons l'État de Côte d'Ivoire, ça nous le disons. Et ce sont vraiment des difficultés et les préjugés surtout qu'il y a sur nos enfants qui sont beaucoup de difficultés pour nous. Et également le manque de connaissances, je dirais, le manque d'informations que les personnes extérieures ont sur la page blanche. Donc nous voulons, à travers les motifs, dire à tout le monde ce qu'est la page blanche, que la page blanche est ouverte, que la vérité se trouve ici, que tous ceux qui veulent savoir quelque chose sur notre structure peuvent se déplacer, peuvent venir à la page blanche. C'est à la rue Amadou Kourouma, c'est pas caché, c'est juste au bord de la route. Et dans ton sanctuaire, et dans ta majesté, nous vivons des bonheurs, dans ton intimité, la sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Les besoins de la page blanche sont, je dirais, d'abord d'ordre structurel parce que ici nous sommes dans une villa, comme vous avez pu le constater, qui n'est pas réellement adaptée. Nous avons fait le maximum. Nous avons fait tout ce qu'il faut pour que ce soit un cadre adéquat pour la prise en charge de nos enfants. Mais les besoins de la page blanche actuellement, c'est trouver un local beaucoup plus grand et surtout, je dirais, un local de l'État qui nous soit gratuit. Parce qu'ici, je le dirais, le loyer nous fait quand même 575 000 francs par mois, ça fait près de 7 millions l'année et c'est cher, c'est beaucoup. Et en deuxième point, nous dirons aussi que nous avons suffisamment fait nos preuves. Là, je me permets de parler au nom de la présidente de l'AREA, Dr Dem, pour dire que depuis quand même 25 ans, on mériterait humblement la reconnaissance d'utilité publique. Nous voulons remercier déjà la ministre de la Santé qui nous accompagne, également le ministre des Affaires sociales qui nous accompagne. Nous attendons la ministre de l'Éducation nationale
parce que nous sommes aussi un pan de l'éducation nationale. Nous servons l'éducation nationale. Nous prenons ici très souvent ce que l'éducation nationale refuse. En perspective d'avenir, nous espérons que notre problème de terrain sera définitivement résolu, que nous aurons notre nouvelle page blanche plus grande avec toutes les commodités et tout le matériel qu'il faut pour accompagner des enfants handicapés. C'est la famille El Monumento Barracuda. Mesdames et messieurs, de retour dans votre émission Leitmotiv avec notre invitée, Madame Betty Aïchatou Abibou Oumani, ministre des Enseignements secondaires du Niger. Merci de nous suivre sur votre chaîne préférée et un bonsoir particulier à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Congo et le Burkina Faso. Alors, Madame la ministre, vous êtes à la tête du ministère des Enseignements secondaires du Niger. Depuis 2 ans, quel bilan faites-vous des actions que vous y avez menées? Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça fait 2 ans que nous sommes à la tête du ministère des Enseignements secondaires. Et c'est un ministère qui tient beaucoup aux autorités de la 7e République parce qu'avant, il n'y avait pas un ministère des Enseignements secondaires. Les niveaux collège étaient logés au niveau de l'éducation nationale, donc qui gérait le primaire, et les niveaux secondaires et deuxième cycle, donc les lycées, étaient au niveau de l'enseignement l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, c'est pour effectivement un souci de redynamiser cet enseignement que notre ministère a vu le jour. Il a été créé depuis combien de temps? C'est depuis août 2013 qu'il a été créé. Mais bon, on a tous les acquis, donc on a hérité de la gestion antérieure, bien sûr, et effectivement une gestion où c'était pratiquement à la fin de la mise en œuvre d'un programme de développement de l'éducation qu'on appelait les PDDE et qui avait beaucoup plus focalisé les interventions au niveau du primaire. Et du coup, l'enseignement secondaire s'est vu un peu mis de côté. Alors il y a ces soucis de relever les défis, il y a ces soucis aussi de redonner confiance aux enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de secondaire, qu'ils soient filles ou garçons, c'est un âge d'adolescence. Des fois, quand ils arrivent au niveau du secondaire, donc il y a un choix à faire, soit de rester dans le système ou d'aller sur le marché du travail. Donc, c'est effectivement pour traduire en action les engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, mais aussi donc, traduire en action ce que le Premier ministre et son Excellence Brigitte Raffini a inscrit au niveau de la déclaration de la politique générale, donc que notre ministère a vu le jour pour répondre à ces différents défis. Et nous avons, après donc le PDDE, notre programme qui s'appelle PESEF, Programme sectoriel de l'éducation et de la formation, qui a une vision holistique et qui prend en charge tous les volets de l'éducation du préscolaire jusqu'au supérieur. Et donc, au niveau de la composante enseignement secondaire, nous avons cette lourde responsabilité de la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation, un programme d'ailleurs très ambitieux, mais très cohérent parce qu'il répond aux attentes de notre pays. Et il faut aussi mentionner que depuis 1960, donc là c'est l'indépendance du Niger, jusqu'à 2011 par exemple, il y avait 20 000 classes. 20 000 classes. Et avec le programme de renaissance de son Excellence, le Président de la République, il est prévu de réaliser 15 000 classes. Et avec ce détachement encore du secondaire, nous avons eu une autre opportunité de construire encore 3 000 classes. Et nous avons à côté émis le vœu d'avoir des enseignants formés. Et depuis mon arrivée, j'ai engagé des démarches, j'ai engagé des plaidoyers au niveau du gouvernement pour obtenir l'autorisation de recruter des enseignants et titulaires du DAP-CEG qui sortent de l'école normale supérieure parce qu'ils ont la pédagogie.
Et ces enseignants, le plus souvent, quand ils sortent, ils n'ont pas de matricule, ils se découragent et ils partent se faire recruter ailleurs, alors que nous, on a besoin des enseignants de qualité. Et nous avons donc mis en place un modèle de collège rural où, au niveau donc de chaque village, ou un regroupement de 10 villages qui ne sont pas distants, qui ne sont pas trop distants, d'avoir donc 4 classes, 4 salles de classe, une bibliothèque, des latrines, des logements pour enseignants, mais aussi pour les surveillants. Nous avons aussi comme autre avancée qu'il faut mentionner, c'est celle aussi de permettre à ces élèves d'avoir un meilleur cadre d'apprentissage. Et nous avons équipé les écoles, des bibliothèques. Nous avons aussi des terrains de sport que nous avons aussi mis au niveau donc, de certains établissements. Et nous avons aussi encouragé l'échange à travers le sport. Aujourd'hui, vous êtes une femme accomplie. Quel regard portez-vous sur la condition de la femme au Niger et en Afrique? Alors, la condition de la femme, il faut le dire, d'abord, c'est les femmes elles-mêmes qui doivent définir qu'est-ce qu'elles veulent. Moi, c'est ça que je vois. Parce que si la femme n'est pas déjà convaincue, elle n'est pas convaincue de ce qu'elle veut et ce qu'elle veut être, elle ne pourra pas l'avoir. Nous sommes dans un monde de discrimination. Nous sommes dans un monde où l'équité entre les sexes est mise de côté. Et nous sommes dans un monde où, des fois, les gens interprètent très mal, non seulement la religion, mais aussi leur culture. La femme doit participer dans toutes les actions de prise de décision, mais aussi de développement. Madame le ministre, justement, vous, en tant que femme, et vous êtes à un poste quand même assez important, quelles sont un peu les difficultés que vous avez peut-être rencontrées? Bon, les difficultés ne manquent pas. Et tout dépend de, comme j'ai dit, l'objectif que je vais atteindre. C'est vrai que je suis avec beaucoup d'hommes, mais il y a des femmes avec moi, mais les hommes sont nombreux, bien sûr. Si vous êtes avec des hommes et des femmes, et ce sont effectivement des gens qui viennent de différents horizons, de différentes cultures, de différentes religions, il faut savoir travailler dans la diversité. Et c'est ça le challenge, et je l'accepte. Tout à fait, c'est les objectifs qu'il faut atteindre, c'est tout. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant, quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui nous suivent sur nos chaînes africaines? Pour les jeunes filles ou les jeunes femmes, je vais leur dire en tout cas de garder toujours l'espoir. Il ne faut jamais se décourager. Et elles doivent savoir vraiment ce qu'elles ont envie de faire. Ce n'est pas quelqu'un qui doit dessiner, n'est-ce pas, leur trajectoire. Elles doivent aussi savoir que le moteur principal qui peut, nous, autres femmes, nous mettre en avant, c'est l'éducation. Parce que moi, sans éducation, je ne peux pas être ici. Sans éducation, je ne peux pas prétendre changer ma vie. J'allais être au village, j'allais être mère de plusieurs enfants là-bas, j'allais être peut-être même en voulant mettre au monde déjà partie parce qu'il n'y avait pas de maternité à côté ou en tout cas il y a plein d'obstacles. Moi je pense que les jeunes filles doivent rester à l'école, elles doivent aussi être fortes d'esprit et de maturité pour dire que la vie c'est un combat. Et on ne doit pas lâcher les bras. Elles doivent aussi, n'est-ce pas, s'entraider. Parce qu'il nous faut cette solidarité entre les femmes. Merci Madame la Ministre, merci beaucoup pour tous vos conseils. Et surtout, merci de nous avoir reçus au sein de votre cabinet, ici à Niamey. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci, merci à vous et merci aussi à cette initiative, Madame Corinne. C'est une belle initiative qui nous donne l'occasion, en tout cas, de partager ce qu'on a vécu, mais aussi ce qu'on veut encore entreprendre. Exactement. Donc, je vous encourage, en tout cas, à continuer à donner cette chance à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, quant à nous, rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv. Et n'oubliez pas qu'on apprécie beaucoup plus la réussite quand on a connu l'échec et les difficultés.